La bataille sémantique sur la caractérisation de la situation en Israël-Palestine continue de faire rage, alors que le mouvement de solidarité avec la Palestine pouvait légitimement se réjouir des progrès concernant la reconnaissance des crimes d'apartheid commis par Israël des deux côtés de la ligne verte dans la foulée de nombreux rapports soigneusement documentés. Voilà que le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, vient de faire le lit de l'extrême droite sioniste au pouvoir. Il n'est pas approprié d'utiliser le terme apartheid en relation avec l'État d'Israël. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de l'Union juive pour la paix. Il affirme que qualifier Israël d'État raciste relève de l'antisémitisme, et le collectif, l'Union juive pour la paix, déplore dans son communiqué le mépris des Palestiniens et l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. J'accueille Maxime Benatouil, membre de la coordination nationale de l'Union juive française pour la paix. Bonsoir Maxime. Bonsoir Nadia. Alors avant de parler de la déclaration du diplomate de l'Union européenne qui indigne votre collectif, mais également de nombreuses associations de droits humains, on rappelle la triste actualité du jour. 9 Palestiniens ont été tués ce jeudi à Jénine lors d'un raid israélien présenté par l'armée comme une intervention nécessaire contre des terroristes islamistes dans le camp de réfugiés de cette ville du nord de la Cisjordanie occupée. Les autorités palestiniennes ont dénoncé un massacre face auquel la communauté internationale est restée silencieuse. On aurait même peut-être pu dire que l'Union européenne est restée même silencieuse sur ce raid aérien, Maxime. Pire que ça, si je peux me permettre l'expression, ce raid sinistre et atroce, donc qui s'est soldé par la mort de 9 Palestiniens, arrive le jour où le Parlement européen célèbre la commémoration de la Shoah. Et pour ce faire, a cru bon d'inviter le président de l'État d'Israël, M. Herzog, à inaugurer ce temps de souvenir, ce temps de recueillement qui devrait être celui de tous les militants antiracistes du monde entier, et qui en a profité au contraire pour se saisir de cette occasion et appeler l'Union européenne à embrasser une certaine définition de l'antisémitisme qui vise à neutraliser toute forme de critique de l'État d'Israël comme État raciste ou comme pratiquant de crimes d'apartheid, et qui vise à les assimiler à une forme d'antisémitisme. Alors c'est assez surprenant, tu me diras si c'est ton point de vue ou pas. On se souvient que le mardi, le 14 juin 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé le déblocage de 224 millions d'euros de fonds européens destinés à venir en aide aux Palestiniens. Elle avait fait un déplacement là-bas. Elle avait été accueillie par le premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh. Et elle rappelait d'ailleurs que l'Union européenne était le principal, finalement, c'est l'Union européenne qui subventionne énormément la Palestine. Donc on se pose la question, en fait, finalement, d'un double discours au sein même de cette institution. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse parler de double discours, parce que malheureusement, en tout cas, celui de la présidente de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, a toujours été très clair et s'est toujours rangé du côté d'Israël. Je rappelle que, et tu l'as souligné dans ta présentation du sujet d'ailleurs, que lorsque le nouveau gouvernement israélien, où siègent de nombreux suprémacistes juifs, a pu rentrer en vigueur, Madame von der Leyen s'est fendue d'un tweet très rapidement pour saluer cette victoire d'une démocratie vibrante qui appelait à une coexistence pacifique entre Israël et la Palestine. Alors, ça manque pas de piquant, parce que le jour même, ou à quelques heures d'intervalle, on a eu des informations précises, traduites en français et en anglais, sur le contrat de coalition en Israël qui unit Benjamin Netanyahou et d'autres partis politiques de l'extrême droite de l'échiquier israélien, et notamment des forces suprémacistes juives. Et dans ce contrat de coalition, on voit bien, et je cite, que le peuple juif, même pas la population israélienne, le peuple juif dans son intégralité, est le seul légitime à exercer la moindre souveraineté sur la terre d'Israël. Et donc, dans la mythologie juive, ou dans la culture et dans la religion juive, quand on parle de terre d'Israël, ça fait référence à la Palestine historique. Et pourtant, l'Union européenne a toujours défendu la création et la coexistence de 2 États. Oui, formellement, effectivement. Mais dans les faits, quand on voit qu'elle salue l'irruption d'un tel gouvernement, et notamment, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, qu'elle soutient une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme qui n'a pour seul but, et c'est très largement documenté d'ailleurs, que de faire taire toute critique d'Israël,
on peut effectivement se poser la question de ce qu'elle fait concrètement pour défendre la paix et la justice en Israël-Palestine. Et c'est alors peut-être étonnant aussi parce qu'on sait qu'en tout cas à l'ONU, ça ne pose absolument aucun problème de parler d'apartheid. On se rappelle qu'un expert avait été envoyé sur le terrain et il est revenu en rappelant les confiscations des terres incessantes, des colonies exclusivement juives en expansion constante, un double système juridique. Bref, il a lâché le mot. Il a dit c'est un apartheid. Donc, à l'ONU, même au regard du droit international, on reconnaît les crimes et les exactions qui sont commises par l'État d'Israël contre les Palestiniens. Et en fait, à l'Union européenne, c'est tout l'inverse. Alors, il y a une longue bataille pour la caractérisation précise de ce qui se passe entre le Jourdain et la Méditerranée, donc en Israël-Palestine. Cette bataille, elle est menée par plusieurs acteurs, et notamment des acteurs américains, tels que le American Jewish Committee, et des acteurs européens, le centre Simon Wiesenthal, donc qui ont pour ambition première de lutter contre l'antisémitisme, mais qui, depuis les années 80 et 90, ont renouvelé leurs priorités pour lutter contre ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le nouvel antisémitisme. Alors attention, ce n'est pas vraiment le même sens que celui qui est fait dans le monde francophone. Quand on parle de nouvel antisémitisme ici, on parle finalement de l'antisémitisme supposé des Arabes et des musulmans. Mais dans le monde anglo-saxon, quand on parle de nouvel antisémitisme, ça veut dire une conception de la lutte contre l'antisémitisme qui vise à faire taire toute critique de l'État d'Israël. Et donc, même au niveau de l'ONU, ces groupes juifs américains et européens ont tenté de jouer cette petite musique, alors avec plus ou moins de succès, de faire passer toute critique, notamment du caractère fondamentalement raciste de l'établissement de l'État d'Israël, comme une forme d'antisémitisme. Ils ont eu quelques déboires, mais quelques succès aussi, et notamment dans 2013, au niveau de l'Union européenne, un organe qui s'occupait de la lutte contre tous les racismes a accepté de publier sur son site internet une définition très proche de celle dont on parle quand on parle de l'IHRA, qui dit précisément que critiquer le caractère raciste d'Israël serait une forme d'antisémitisme. Alors qu'on sait très bien que les Palestiniens, depuis 1948 et même avant, crient sur tous les tons, effectivement, qu'il y a un système différencié sur une base ethno-raciale des populations en Israël même. Je rappelle que les Palestiniens de 1948, donc ceux qui n'ont pas été chassés, qui n'ont pas été victimes de ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe, donc, qui s'est traduite par des centaines de milliers de déplacements forcés de populations palestiniennes, ont été victimes d'un couvre-feu jusqu'aux années 60. Et il y a toute une série de lois discriminatoires, et tout cela est largement documenté également, qui séparent les citoyens israéliens palestiniens des Israéliens juifs. Alors, quelles sont les conséquences finalement d'une déclaration comme celle-là? Alors, tu parles effectivement de l'instrument. Déjà, tu peux peut-être nous expliquer en quoi ça instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme, parce que de prime abord, on pourrait penser au contraire qu'on défend et on préserve finalement les intérêts, la dignité et les droits des Juifs, alors pas seulement en Israël, puisqu'il aurait parlé d'Israéliens, mais même des Juifs dans le monde. Alors, avant peut-être de parler de l'instrumentalisation, je voudrais juste revenir quelques instants sur ce que dit concrètement cette définition. Et donc, tu vas voir, c'est extrêmement flou. Je cite, attendez, j'ai noté ça quelque part. Voilà, alors, selon du coup cet organe intergouvernemental qui s'appelle IHRA, donc c'est le International Holocaust Remembrance Alliance, c'est des représentants de plusieurs pays européens, mais aussi d'Israël et d'Amérique du Nord, qui avaient pour mission première de faire vivre la mémoire de la Shoah, de travailler avec le monde académique, avec la société civile, ont été approchés par les organisations américaines et européennes dont je parlais tout à l'heure pour travailler sur une nouvelle définition de l'antisémitisme. Et celle-ci dit la chose suivante. L'antisémitisme, c'est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une certaine haine à leur égard. Donc on voit très bien que c'est très flou. Moi, je ne m'y opposerai pas. Ou alors, si je la critiquerais, ce serait pour son manque de clarté, mais précisément, ce manque de clarté invite à des exemples, ce qu'on appelle des guidelines, pour clarifier justement de quoi il s'agit, cette certaine perception et cette certaine haine. Et notamment, on en trouve un qui est fondamental, qui est très dangereux politiquement,
et qui est le suivant: refus du droit à l'autodétermination des Juifs, en affirmant par exemple que l'existence de l'État d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste. Et on voit bien que porter cette définition partout contribue à jouer une petite musique qui vise à criminaliser ou à faire taire le mouvement de la solidarité avec la Palestine, et donc de renforcer l'impunité qu'on octroie à l'État d'Israël. Et alors, cette déclaration, le chef de la diplomatie en fait, de l'Union européenne va reprendre en fait, les éléments de langage de cette institution-là. Absolument. Ouais. Et c'est même pire que ça. Il a non seulement repris ces éléments de langage, mais il a affirmé que la Commission européenne se basait dans son travail de la lutte contre l'antisémitisme sur ces définitions et sur les exemples qui y sont assortis. Donc c'est le résultat d'un long processus de lobbying, de rencontres, etc., entre ces groupes de défense des intérêts israéliens et des officiels de l'Union européenne, pour finalement non pas adopter de façon officielle tous les exemples de cette définition de l'antisémitisme, mais pour la valoriser comme un outil de travail pertinent dans la lutte contre l'antisémitisme. Et ça s'est malheureusement déjà traduit sur le terrain de la solidarité avec la Palestine par l'annulation de nombreux événements en Angleterre, en Autriche, en Allemagne, un peu sur tout le territoire européen comme ça. Et c'est bien parti pour continuer de la sorte si les plus hautes autorités de l'Union européenne continuent à en faire la promotion. Oui, on avait vu même d'ailleurs en France qu'une circulaire avait tenté de criminaliser l'appel au boycott des produits israéliens, une circulaire qui avait été défendue d'ailleurs par Christine Taubira et beaucoup de membres du Parti socialiste. Donc on voit bien que ce lobbying, finalement, oui, il s'étend à l'Union européenne, et nous, sur le terrain, on l'a bien vu que la France était aussi tentée d'aller vers cette confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme, qui est aujourd'hui consacré finalement par le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Et en plus, cette déclaration, je crois qu'elle date du 20 janvier 2023, et elle vous rappelle quand même le contexte en ce moment en Israël. Il y a un vaste mouvement de protestation qui vise à clamer le refus de la politique de la coalition au pouvoir alliant des partis de droite, d'extrême droite et des ultra-orthodoxes juifs. D'ailleurs, la dernière manifestation date de samedi dernier. Elle a rassemblé quelques 100 000 protestataires anti-gouvernement, et dont l'ancien Premier ministre israélien Yair Lapid s'est joint au rassemblement. Il s'agirait même de la plus forte mobilisation depuis que Benyamin Netanyahou est de retour à la tête du gouvernement, la plus droite de l'histoire israélienne. C'est quand même, il n'y a pas de hasard, il y a absolument pas de coïncidence. Les Israéliens eux-mêmes critiquent le pouvoir israélien, et donc peut-être quelque part l'État, et toute critique de l'État, et d'ailleurs beaucoup les manifestations ont également attiré à Tel Aviv des opposants à l'occupation des territoires. Une poignée, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Et justement, je pense que dans l'analyse des manifestations israéliennes en ce moment, je serais un petit peu moins optimiste que toi. Ouais. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une telle mobilisation de masse, et pour que l'ancien Premier ministre, du coup Yair Lapid, sous lequel, je rappelle, alors qu'il était l'enfant chéri un petit peu des dirigeants européens et occidentaux au sens large, c'est sous son mandat à lui que le plus grand nombre de Palestiniens a été assassiné hors période de guerre, donc dans la gestion tranquille et normalisée de l'occupation et de la colonisation de la Palestine historique. On voit bien que ce qui a suscité une telle mobilisation, c'est la crainte de virer vers un régime dit illibéral. C'est-à-dire, et pour le dire peut-être de manière encore plus crue, les Juifs ont eu peur que Israël ne soit plus une démocratie pour les Juifs. Ça fait très longtemps qu'Israël n'est qu'une démocratie que pour les Juifs israéliens, et sans que ça leur ait posé beaucoup de problèmes. Ce qui a été un petit peu le nœud de cristallisation de cette mobilisation, c'est le fait que la Knesset propose un projet de loi
qui vise à réduire au silence certaines décisions de la Cour suprême qui avait pouvoir, il me semble, de faire annuler certaines lois. Et aussi, ça permettrait à certains alliés de Benyamin Netanyahou de rester au pouvoir alors même qu'ils ont déjà été condamnés pour des faits de corruption notamment. Donc c'est problématique, mais on voit bien que ce n'est pas forcément la situation des Palestiniens, ou même la situation de l'apartheid, qui me motive un grand nombre de citoyens israéliens à manifester dans la rue. Mais il y a quand même quelque chose de positif. Il y a un bloc qu'on appelle le bloc radical, qui peut être constitué d'une petite centaine de militants juifs israéliens qui sont de toutes les manifestations et de toutes les actions et qui vise à rappeler à tous ces manifestants qu'il ne saurait, et là je cite un de leurs mots d'ordre, qu'il ne saurait y avoir de démocratie dans un régime d'apartheid. Et ça c'est très fort et c'est eux qu'il faut soutenir plutôt que cette manifestation un petit peu hétéroclite de gens qui finalement se trouvaient très confortablement installés dans le précédent statu quo. Donc ces manifestations ne visent pas non plus à dénoncer de nombreux membres du gouvernement qui sont d'ardents partisans de l'expansion des colonies de Cisjordanie. C'est pas ça le problème. Alors peut-être effectivement qu'une certaine forme de colonisation peut être dénoncée par les manifestants, mais le caractère profondément raciste et d'apartheid en Israël même n'est jamais évoqué, ou alors simplement par cette poignée de camarades courageux israéliens juifs qui sont d'authentiques anticolonialistes et d'authentiques combattants des droits humains. Donc pour revenir à la déclaration du chef de la diplomatie de l'Union européenne, j'aimerais bien que tu m'expliques peut-être un peu plus concrètement en quoi ça dessert la lutte contre l'antisémitisme. Parce qu'on ne peut pas systématiquement réduire celle-ci à la défense des intérêts d'Israël. Et que, ce faisant, on participe à l'amalgame juif, israélien, sioniste, etc. Et donc ce qui est d'ailleurs très intéressant et ce qui montre bien le peu de cas que fait la Commission européenne, la lutte authentique contre l'antisémitisme, dans les données, dans les enquêtes d'opinion produites par la Commission, on montre bien que c'est effectivement cette confusion entre juifs, sionistes et israéliens qui est un des principaux pourvoyeurs de l'antisémitisme actuel. Et donc voilà, il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très attention avec ça. Et évidemment, il y a des juifs sionistes, il y a des juifs antisionistes, il y a des juifs asionistes qui ne se posent même pas la question, qui ne se sentent pas concernés. Voilà, les communautés juives, je ne parlerai même pas de communautés juives au singulier, mais les juifs de France et d'ailleurs sont divers, sont pluriels, etc. Et donc, ramener en permanence la question de la lutte contre l'antisémitisme à celle de la protection des intérêts d'Israël, c'est jouer une petite musique qui est néfaste pour tout le monde finalement, et y compris pour tous les juifs du monde. Alors vous, au sein de l'Union juive pour la paix en France, comment vous faites finalement, comment vous organisez et quelles sont les actions que vous mettez en œuvre justement pour faire reculer, dans cette bataille sémantique justement qui a abouti à la caractérisation, à l'assimilation de l'apartheid, de racisme, antisémitisme. C'est une lutte quand même qui semble bien complexe. Pour la bataille des mots, on essaye de faire un travail politique qui passe par la production de nombreux écrits, communiqués, mais aussi interventions dans différentes réunions publiques, etc. Et c'est vrai qu'on est sur une position qui est complexe politiquement. Et on a besoin de temps pour pouvoir déployer notre propos, etc. Mais on pense, et nous on est sincèrement convaincus de ça, que c'est justement en s'inscrivant avec force dans le mouvement de la solidarité avec la Palestine, comme nous le faisons nous au sein de la campagne BDS France, qu'on donne à voir aussi d'autres voix juives. Et ça c'est très important, parce que sinon, que voulez-vous que je vous dise? Il y a des gens, c'est vrai, qui vont poursuivre cet amalgame juif égal sioniste, et donc voilà. Et cet amalgame, d'ailleurs, je rappelle que c'est l'État d'Israël lui-même qui en est le principal pourvoyeur depuis très longtemps, et qui a formalisé cela avec la loi dite État-nation de 2018, selon laquelle Israël n'est pas le pays des Israéliens, mais le pays du peuple juif.
Et certainement pas, d'ailleurs, des 20% de Palestiniens d'Israël qui sont citoyens de ce pays. Donc, il faut détricoter tout ça, et c'est dans les luttes, on l'espère, qu'on donnera à entendre une autre voix juive, et donc c'est indispensable de continuer à le faire. D'ailleurs, en parlant de lutte, si je peux rajouter un petit mot, donc dans ce contexte précisément où l'Union européenne tend à suivre certaines recommandations politiques israéliennes et donc à faire de la lutte contre l'antisémitisme une protection des intérêts d'Israël. Il y a une initiative citoyenne européenne, donc une grande pétition à l'échelle européenne qui vise à, alors c'est pas non plus la panacée, mais qui vise à interdire l'importation de biens produits dans les colonies israéliennes. C'est un début. Il faut qu'on atteigne absolument 1 million de signatures. Cette campagne s'appelle Stop Settlements. Elle est très facilement trouvable sur Internet. Et si on atteint 1 million de signatures, la Commission sera obligée de prendre position sur le texte de cette pétition. Donc on a encore un peu de temps, on n'a plus beaucoup de temps non plus, donc il faut massivement aller signer cette pétition pour justement montrer aussi à certaines élites européennes qu'il y a un autre son de cloche parmi les peuples européens, davantage en solidarité avec la Palestine. D'accord, donc rien n'est perdu, l'Union européenne peut encore revenir sur ce type de déclaration. Alors, c'est pas parce qu'on atteindrait les 1 million de signatures qu'elle serait tenue de prendre en considération nos objectifs politiques. Néanmoins, elle serait obligée de statuer sur la question, et donc soit de mettre un petit peu d'eau dans son vin, et donc de réduire sa proximité avec les groupes pro-israéliens, ou alors de dévoiler encore un peu plus de quel côté de la barricade elle se trouve. Merci beaucoup, Maxime Benatouil. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination nationale de l'Union. On n'est pas nombreux, mais je ne suis pas tout seul non plus. Bien sûr. Et voilà, vous pouvez bien sûr voir tous les travaux, tous les combats de ce collectif sur les réseaux sociaux. Et on peut retrouver donc le lien vers la pétition peut-être sur votre site. Alors sur le site de l'UJFP, mais sur n'importe quel moteur de recherche aussi, vous tapez Stop Settlement, donc stop aux colonies, donc stop au commerce avec les produits des colonies, et ça apparaît tout de suite. Parfait, merci beaucoup Maxime.